d'en faire un festin à travers sa poésie. Que ce soit en créole ou en français, on retrouve cet attachement à l'essentiel, la liberté et l'amour. Il a contribué à la réalisation de différents événements culturels, spectacles de musique, cabarets littéraires, mise en lecture et expositions. Il a co-dirigé en 2006 le projet Montréal, vu par ses poètes, livres et livres-disques, initiative réunissant une cinquantaine d'artistes dont je fais partie, dans le cadre des festivités commémorant l'événement Montréal, capitale mondiale du livre. Alors, de ce disque, j'ai choisi un extrait d'un de ces textes qui s'intitule Montréal au mois d'aimer. Alors, pas de mai, d'aimer, T'-A-I-M-E-R, avec les voix magnifiques de Marie-Michel, Amédée Volsi et de l'homme de théâtre Gabriel Gaston. Mais premièrement, merci beaucoup Henri, très content d'être sur le micro. Donc je salue les auditrices, auditeurs d'Haïti Autrement. Donc oui, effectivement, c'est du travail. C'est du travail. Ouais, mais juste avant, bonjour Franz. Bonjour, bonjour mon cher. Comment vas-tu? Je vais très bien, très content d'être là. Merci pour la musique. Avec plaisir. Ce sont deux musiques que j'aime beaucoup, donc merci. Et j'étais très content de savoir lorsque je t'ai dit voici les titres, et puis que tu me dis, ben oui, je les connais, puis je les aime aussi, donc alors c'est partagé. Donc alors voilà, donc très content d'être là. Super. Alors, je ne parlerai pas de politique parce que bon, c'est pas là en fait, c'est pas là que se trouve l'intérêt, premièrement, et deuxièmement, c'est pas le moment. Nous sommes surtout intéressés à découvrir l'homme qui est politicien, nous le mettons de côté, et aujourd'hui, nous parlons avec le poète. Et la dernière fois que nous étions ensemble dans l'entrevue, on parlait de l'influence de ta grand-mère. Je vous avais dit à l'époque. Alors, je rappelais en fait ma grand-mère, qui est cette femme extraordinaire, donc, et qui a été presque à la base de mon amour pour les livres, parce que ma grand-mère, originaire des Gonaïves, une femme très fière, femme forte d'ailleurs, comme la plupart des femmes venant des Gonaïves, donc femme de caractère. Et ma grand-mère, étant analphabète, donc jeune à Port-au-Prince, elle nous disait, parce qu'elle fumait à la pipe, donc elle allait au marché une fois ou 2 semaines, je crois, aller chercher son tabac, et en revenant, elle amenait toujours un livre. Et c'était cette fameuse collection Martine va à la mer, Martine, collection de livres pour enfants. Et elle me disait, ben, écoute mon garçon, ta grand-mère ne sait pas lire, va lire ce qu'il y a dedans et raconte-moi l'histoire. Alors voilà, c'est comme ça que mon expérience avec les livres a commencé. Donc, dès le départ, j'ai pu joindre l'utile à l'agréable. Donc, et depuis lors, voilà, j'ai toujours cet attachement pour les livres. Et un peu plus tard pour l'écriture. Donc, mais comment est venu cet intérêt, cette transition de l'oralité, si on veut, parce que bon, le désir c'était de lire pour ta grand-mère, et comment est venu ce désir de passer de l'oralité à l'écriture? Je ne pourrais pas vraiment te dire quand est-ce que précisément ça a commencé. Mais toujours est-il que dès l'âge de 11-12 ans, je griffonnais, il m'arrivait de griffonner de quelques petits textes, etc. Parce que je faisais partie de certains groupes, donc de scouts, de Kiro, c'est un mouvement qu'on retrouve, l'équivalent des scouts, mais chez les catholiques, chez les jeunes catholiques. D'accord. Alors, c'est des groupes où il y avait vraiment une belle effervescence d'esprit de camaraderie, d'équipe, où on faisait une belle place à la culture, aux pratiques culturelles, mais à toutes les pratiques culturelles, que ce soit la musique, la danse, le chant et l'écriture aussi. Et moi, pour moi, mon terrain de prédilection, c'est rapidement devenu l'écriture. Donc, mais un peu plus tard, à Montréal, j'allais faire la rencontre, deux belles rencontres. Tu vas un peu trop vite là. Le premier numéro, c'était une acoustique, c'était sur, je pense que c'était sur l'amour. D'accord. C'est sur l'amour.
Mais ce n'est pas sur quelqu'un en particulier. C'est sur l'amour. L'amour en général. L'amour en général. La liberté et l'amour, comme je dis. Oui, absolument. Dans mon introduction. C'est deux thématiques qui ne m'ont jamais quitté. D'accord. Et l'idée de la liberté, c'est arrivé très très tôt aussi, dès l'enfance. Dès l'enfance. Dès l'enfance et dès l'adolescence, même pas l'enfance à l'adolescence, puisque ado, à 10 ans et demi, 11 ans, j'allais au Collège canado-haïtien, c'est les frères du Sacré-Cœur au Prince, et comme j'aimais beaucoup lire, donc je passais beaucoup de temps dans la petite bibliothèque du Collège canado-haïtien. Et je lisais beaucoup. Un jour, un après-midi, je suis arrivé chez moi à la maison et j'ai fait une grande déclaration à mon père et à ma mère. J'ai dit, bon, ça y est, papa, maman, j'ai trouvé la vérité, je ne crois plus en Dieu. Donc, alors moi qui suis né et qui grandis dans une famille très catholique, mais presque fondamentaliste, là, donc ça a été un choc à la maison, ça a été un choc et mon père est arrivé donc, de manière assez péremptoire, ferme, pour dire, écoutez, tu sais quoi, tu ne croiras pas en Dieu, le jour où tu ne seras plus sous mon toit. Ça s'est terminé comment cette histoire? Mais ça s'est terminé, j'ai dit, ben écoute, j'ai décidé de prendre mon chemin, mon cheminement intellectuel et personnel sur les choses de la spiritualité, donc d'où l'idée de la liberté. Parce que pour moi, le concept de la liberté, c'est un concept avant tout et intellectuel, mais qu'on peut matérialiser dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre dans la vie. Et donc, et évidemment, comme j'étais encore sous le toit, donc il y avait toujours des moments de rituels catholiques, donc j'observais, comme on m'avait demandé. Donc au mois de mai, donc le mois de Marie, donc il y avait des messes, donc j'y allais. À Noël, j'y allais. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est à Montréal tout ça ou... Non, on est encore à Port-au-Prince. D'accord. J'ai à peu près 11 ans. 11 ans, d'accord. Maintenant faisons le saut. 1986, Montréal. Oui. Montréal. Alors, on fait comme tout le monde, on essaie de trouver un emploi et tout ça, mais, alors, et tu as complété tes études ici? Oui, il faut rappeler aussi que quand j'ai quitté Port-au-Prince, j'ai fait un séjour aussi aux États-Unis. J'ai vécu aux États-unis, ouais. D'accord. Okay. Ouais. Ensuite, j'arrive à Montréal. À Montréal, les études et tout ça. Et l'écriture est reprise de quelle manière? Et bizarrement, il y a eu un élément, un événement déclencheur, je dirais. Ça s'est passé au collège de Rosemont. D'accord. Donc, pour ma première session au cégep de Rosemont, j'avais une prof de français, Madame Aline Afonia, personnelle, donc pour ne pas la nommer, et on avait un devoir de français à faire. Et donc, une semaine plus tard, nous avons remis notre devoir de français. Et le seul devoir qui n'avait pas été corrigé, c'est le mien. Alors, j'ai été la voir, Madame Afonia, je n'ai pas eu de notes pour mon devoir. Elle m'a dit, on ne corrige pas un poème. Et puis, elle m'a dit, est-ce que tu écris de la poésie? J'ai dit non. Parce qu'effectivement, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit quoi que ce soit. J'ai dit non. Et elle m'a offert un livre, Lettre à un jeune poète. Elle me dit, je pense que tu devrais écrire de la poésie. Et c'est comme ça que ça a commencé finalement. En fait, ça a été... Au fait, comment, au moment où elle te dit tout ça, comment... Me tenant au confluent de tes océans, j'ai quitté le nord un soir de crépitement d'étoiles à la recherche d'un nouveau ciel, là où le bleu étreint l'horizon. J'ai quitté le nord sans savoir quelle bourrasque porterait ma barque à son lit d'échouage. Me voilà aujourd'hui sur cette mer à contempler mon nouveau ciel, ma nouvelle éternité. J'ai marché plus d'un quart de siècle, sans savoir qu'une main heureuse ferait voguer ma barque près de tes cils. L'Atlantique n'est pas un océan, c'est une femme, de qui j'apprends une nouvelle langue. Mes amis les dauphins m'apprennent à sourire aux passants, mes copains les footbassants m'enseignent les hautes voltiges. Toi, dans ton grand ciel, tu as fait de moi un mammifère marin. Bravo! Le cougal de tes yeux, l'enchantement de tes mains. Pour toi, dans le noir des soirs de chandelle, j'écris la mélodie des avirons. Tu es venu comme arrivent les voiliers, par le vent du sud, l'attitude des fleurs et des bourgeons. Ton rire de carnaval tombait à l'enclos des couvre-feux, et je naissais de ton étreinte. Tu parlais avec tes mains, sans savoir les routes de nos fugues. Tu disais la tendresse à la liesse de mes cheveux, mon corps pluie d'étoiles. Tu allumais des sièges pour le festin des nuits à venir. Ton nom de ciel s'éclaircit alors dans ma tête.
Toujours de la même collection. Toujours. Toujours, toujours. Et Mémoire d'un animal marin. Carnet d'un animal marin. Carnet, d'accord. Ouais. Ok. Alors, liberté et l'amour. Ce sont les deux thèmes qui te poursuivent, qui sont te hantés. Hein? Alors, on a parlé un peu de liberté tout à l'heure. Parle-nous maintenant. Pourquoi tu es habité par l'amour? Est-ce que tu entends par l'amour? Ouais, parce que premièrement, j'ai grandi dans l'amour. J'ai grandi dans l'amour. Quand j'ai à raconter ma vie, souvent je commence par dire j'ai eu une enfance heureuse, entourée de personnes extraordinaires, à commencer par un père aimant, une mère aimante, des personnes extraordinaires et une famille élargie aussi. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure, je vais parler de mon grand-père. Mon grand-père qui, aussitôt qu'il a appris que j'étais dans le sein de ma mère, je n'étais même pas encore né, donc qu'il a réservé un lopin de terre au Gonaïves, donc à la Grande pour dire, et pour planter des cocotiers, des manguiers, etc. en mon nom, pour dire que ce petit-fils-là qui s'en vient, et parmi les 74 petits-enfants qu'il a eus, donc, et celui-là, donc, il veut lui consacrer ça, il a consacré des choses aux autres, mais apparemment moi, donc, il a fait de moi son petit-fils chéri, bien avant ma naissance. Donc, pourquoi apparemment? Ben en fait, j'ai dit apparemment parce que j'ai encore de la difficulté à l'assumer. C'est quand on a... mais parce que c'est... Quand on grandit, lorsqu'on grandit dans une famille élargie, on a des cousins, des cousines, etc. Et ce que mes parents m'ont toujours appris, il faut s'assurer que malgré tout ce qu'on a, malgré tout ce qu'on a, la vie, et malgré quand la vie nous a gâtés, il faut toujours s'assurer de rester les deux pieds sur terre, de ne pas se prendre pour autre chose. Donc, d'où cette grande humilité. Donc, qui fait que souvent j'ai tendance à, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, à me rappeler que je suis l'enfant d'eux, je suis le fils d'eux, je suis l'ami d'eux, je suis le frère d'eux, je suis le cousin d'eux, etc. Alors, chers amis, Franz, je sais qu'en radio, le temps file est tellement vite, et surtout quand c'est très intéressant. Alors, j'avais presque promis de ne pas parler de politique. Pour terminer, je pense, puisque tu parles souvent de liberté, et on a parlé de liberté, comment se sent-on lorsqu'on revendique la liberté et qu'on se fait imposer un bâillon? Ben, écoute, l'idée même de la liberté pour moi comme thématique, et j'ai grandi aussi dans une famille, du côté de mon père d'ailleurs, qui est une famille qui a été, ma famille a été marquée et sous fer rouge par les affres de mon père par rapport à la dictature du Duvalier. Et donc très tôt, on nous a appris ce qu'est la liberté. Et pour moi, le bâillon comme processus législatif, à part, c'est pénible une fin de semaine, mais on s'en remet. Mais on s'en remet, on finit par s'en remettre. D'ailleurs, je dois dire aux auditeurs que cette rencontre devait se faire la semaine dernière. Exactement. Donc, elle n'a pas reporté à cause du bâillon. À cause du bâillon. Mais lorsqu'on passe une fin de semaine en bâillon et qu'on a quelques minutes la possibilité de penser à des gens, à des millions de personnes, que ce soit en Haïti ou ailleurs dans le monde, qui n'ont pas cette chance de pouvoir vivre dans une société avec la liberté d'expression, le droit de l'opinion, le droit à l'information, etc. Et on se dit, ben, je dis toujours, c'est un privilège que nous avons de vivre dans une société de liberté, mais cependant, ce n'est pas une garantie immuable. Il nous appartient à tous et à toutes d'être vigilants, parce que il y a beaucoup de sociétés qui sont des sociétés libres, nous les connaissons, même à travers l'histoire, où les libertés peuvent reculer. Donc, il nous appartient à tous et à toutes d'être vigilants pour que le respect des droits, par exemple, comme tu m'entrouvres la porte, je te laisse aller. Je la dévisser. Donc, pour moi d'ailleurs, j'ai vécu avec beaucoup de douleur, c'est-à-dire
l'approbation du projet de loi 9 et 21, parce que notamment la 21, je trouve que c'est un recul. Je trouve que c'est un recul pour le Québec. C'est une société, c'est la société québécoise, c'est la société qui fait la révolution tranquille, c'est la société qui a la charte québécoise des droits et libertés de la personne et de la jeunesse. Donc, et aujourd'hui, moi personnellement, qui ai passé au moins une douzaine d'années de ma vie à me promener un peu partout à Montréal, vous pouvez être ce que vous voulez au Québec. Les seules limites sont votre courage, votre persévérance et votre détermination. Et aujourd'hui, visiblement et factuellement, avec la loi 21, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes filles donc, ou des jeunes garçons, donc dépendamment de leur confession religieuse, qui ne pourront pas prétendre aspirer à devenir ce qu'ils voudront. Et ça, pour moi, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter, et donc c'est un recul pour moi. C'est un recul, mais je crois beaucoup que nous sommes dans une société de droit, et le droit finira par triompher, je l'espère. Bon,